4%, c'est la part que prend le numérique dans les gaz à effet de serre en 2019 selon le cabinet Green IT. Le Sénat a par ailleurs publié une étude en juin 2020 pour réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Celui-ci pourrait générer en 2040 6,7% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que le transport aérien. Alors comment agir ? Comment nous, entreprises et professionnels du numérique, pouvons-nous appréhender ces enjeux écologiques au risque de bouleverser nos modèles économiques ? Il y a une question qui touche notamment les dirigeants de ces entreprises, qui est de réinventer le leadership. Cette facette écologique, il faut l'intégrer dans son leadership pour qu'on puisse justement mettre la tech au service des grands enjeux et des grands défis qu'on a à relever. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence Tech et Digital BIAP. Mon métier est d'aider les entreprises à digitaliser leurs activités en créant des outils et services numériques. Chaque mois chez BIAP, nous mettons en place une thématique digitale que nous traitons avec des experts du domaine. Pour cet épisode sur l'éco-conception, je suis ravie de recevoir Walter Bouvet, cofondateur d'Openland, et Thomas Lemaire, développeur freelance du collectif Green IT. Bonne écoute. L'idée aujourd'hui, c'est d'échanger sur comment on peut éco-concevoir un service numérique, comment on peut monter une entreprise en ayant de l'impact. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de vous présenter et de présenter vos activités respectives. Alors peut-être, Walter, je te laisse commencer. Oui, eh bien, bonjour et merci. Je suis donc Walter, je suis cofondateur d'Openland. C'est une entreprise sociale, c'est du social business, comme on dit en bon québécois, une entreprise classique qui est secondée par une association d'intérêt général et qui prolonge les travaux de l'entreprise. Notre métier, c'est de porter une fabrique de projets. Une fabrique Openland, c'est 3 choses. Une communauté de professionnels autour de la transition écologique, un tiers-lieu ouvert à cette communauté qui est un outil de travail et un outil de rencontre et de partage, toujours sur ces sujets. Et enfin, un parcours de transformation personnelle, entrepreneuriale et territoriale pour mettre l'écologie au cœur des modèles, que ce soit des modèles d'affaires ou des modèles de gouvernance. Cette fabrique, elle est installée à Nantes. Nous avons dans l'équipe une douzaine de personnes qui représentent actuellement 7 équivalents temps plein. On existe depuis 2 ans et demi et notre métier, tenez-vous bien, c'est réparer la Terre, only. Réparer la Terre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de construire tous ensemble une économie qui ne se contente pas à terme de détruire moins, mais puisse se dire qu'on régénère les écosystèmes, qu'on régénère le lien social, qu'on émette moins de CO2, mais peut-être qu'un jour on aille le chercher aussi dans l'atmosphère, qu'on préserve la biodiversité, mais peut-être qu'un jour aussi on la restaure, parce que les enjeux sont tellement colossaux qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc c'est ambitieux, enthousiasmant, et voilà, ça s'appelle Openland. En tout cas, c'est plein d'optimisme et ça fait envie. Thomas, de ton côté ? Alors moi, c'est Thomas Lemaire, donc je suis membre du collectif Green IT, qui est un collectif de professionnels de l'IT. C'est des personnes qui travaillent dans l'informatique. Moi-même, je suis indépendant. Alors, pour parler de Green IT, donc Green IT Affairs, c'est donc un collectif qui a acquis une expérience, on va dire une expertise dans l'évaluation environnementale du numérique et aussi dans la recherche et la mise en place de solutions pour réduire ses impacts. Son rôle, le rôle de Green IT Affairs, c'est de sensibiliser sur l'impact du numérique. On veut aussi le préserver parce qu'aujourd'hui, ça reste un formidable outil de résilience, de partage de savoir. C'est un vecteur de progrès dans la santé, par exemple. Et on se rend compte aussi que cette ressource est épuisable, elle s'épuise inéluctablement, et parce qu'elle se repose sur des métaux, notamment, qui sont non renouvelables. Voilà, et moi, au quotidien, j'interviens dans des entreprises pour aider ces entreprises à limiter leur impact du numérique et à mettre en place des solutions un peu plus respectueuses de l'environnement lorsqu'ils conçoivent des services numériques. Voilà, les guides dans leur manière de éco-concevoir.
Tout à fait. Ce que je propose, c'est qu'on commence peut-être par rentrer dans ton sujet, Walter, qui est un peu plus global avant d'aller vraiment dans l'éco-conception de services numériques. Toi, tu accompagnes des entreprises vraiment de tout secteur à limiter l'impact social et environnemental. Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe, comment tu démarres l'histoire entrepreneuriale de ces entreprises et qu'est-ce qui se passe entre la sensibilisation et la mise en pratique. Est-ce que les boîtes que tu accompagnes, elles ont des difficultés et est-ce que tous les projets arrivent à bon port? La première étape, c'est une grande écoute parce que chaque cas est particulier. Chaque boîte ou situation entrepreneuriale ou même territoire, puisque je travaille aussi avec des territoires, a ses particularités. Ce qui compte, en tout cas, nous, les situations auxquelles on est confronté, c'est toujours qu'il y a le souhait d'évoluer. Ça, c'est très encourageant parce que je rappelle quand même qu'il y a encore 1 an ou 2, tout ça n'était pas aussi évident. La crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur sur ces questions écologiques qui est absolument inouï. Et pour travailler sur ces sujets depuis pas mal d'années, moi-même, j'ai été surpris positivement. Donc, il y a toujours une attente qui est là, bien souvent en tout cas, de dirigeants qui se disent, bien sûr on commence à comprendre les enjeux, le climat, la biodiversité, les ressources, tout ça on comprend, ou on comprend à peu près en tout cas. Mais la question, c'est comment je fais, comment je m'y prends, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais. Donc, la première chose qu'on pose, nous, c'est de faire un état des lieux. Un état des lieux, c'est quoi ton empreinte? C'est quoi aujourd'hui ce qu'on appelle l'empreinte écologique de ton activité économique? Donc, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause l'activité économique en tant que telle, mais de rendre visible l'invisible. En fait, tu fais comme un diagnostic, quoi, à peu près. Exactement. Parce que sur la question du CO2, du carbone, bon, il commence à y avoir des bilans et on voit à peu près. Sur la question de la biodiversité, tout le monde est à la rue. Sur la question des ressources non renouvelables, je pense qu'avec Thomas, on en parlera, c'est pareil. On commence à avoir conscience de tout ça, mais dans quelle proportion, c'est assez difficile à évaluer. La notion de sac à dos écologique, c'est-à-dire qu'en gros, dans une économie qui produit des objets, qui produit des services, qui sont finalement des petits fragments de matière, eh bien pour produire ces produits ou services, derrière, on a des quantités astronomiques de matière et d'énergie, mais dans des proportions qui sont incommensurables. On n'en a pas conscience. Et ce n'est pas grave. Mais c'est la prise de conscience qui est peut-être même le travail le plus important dans ton accompagnement? C'est la prise de conscience de dire, regarde bien, si tu es restaurateur, essaye de t'intéresser, en tout cas on va te faire t'intéresser à d'où vient ton poisson. Comment il est élevé, dans quelles conditions il vit, dans quelles conditions il a été pêché. Parce que toi, tu vois un morceau de poisson, mais en fait, nous, on a un être vivant, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas le manger, hein. On a un être vivant qui est dans un écosystème vivant qui s'appelle un océan, avec des pêcheurs qui utilisent de la matière pour faire des bateaux, qui utilisent du carburant pour faire tourner les bateaux, qui utilisent du plastique pour faire les filets, et tout ça pour pêcher un poisson qui va arriver par camion en utilisant de la glace qui elle-même nécessite de l'énergie dans ton assiette. Je précise et je le redis à chaque fois, il n'y a aucune critique, aucun jugement de valeur là-dedans. Je ne fais qu'établir des faits, et l'idée c'est qu'on doit regarder ces faits pour comprendre comment fonctionne notre économie. Et je dirais que de toute façon, la première chose, c'est que c'est passionnant. Si je suis entrepreneur et qu'on m'explique d'où viennent mes électrons, d'où vient mon papier, d'où vient mon poisson, d'où vient mon ceci, mon cela, c'est juste passionnant. Et ça permet de créer une culture d'entreprise. C'est quoi notre métier? Est-ce que c'est de juste livrer un produit ou service, ou est-ce que c'est pas aussi un peu de transformer de la matière? Et ça renvoie à la matérialité de notre économie. Et une fois qu'on a fait cette première étape, on partage avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, on crée une culture commune qui va résonner avec une envie commune, parce que souvent, l'envie est là, notamment dans les boîtes où il y a des jeunes, l'envie de faire le bien, ou de plutôt bien faire, et d'intégrer ces sujets écologiques, elle est là. Et puis après, il y a des méthodes effectivement de sensibilisation pour mobiliser l'équipe. Le fait de prendre conscience, c'est déjà le premier pas pour ça. Ensuite, il y a des méthodes de formation. Là, aujourd'hui, on parle de numérique responsable, pardon. Eh bien, il y a des process, il y a des outils, il y a des formations. On peut faire comme ci ou comme ça. Ça s'apprend. Il y a des gens qui savent le faire, donc il faut transmettre. Il y a des formations dans tous les domaines d'activité. Et enfin,
une fois qu'on a fait ce chemin, qu'on a rendu visible l'invisible, qu'on s'est mobilisé collectivement autour d'un projet, qu'on s'est formé techniquement à ses spécificités, et bien là, on va pouvoir se mettre sur le chemin de la transformation en disant ce qui compte, c'est qu'on va essayer de toucher le modèle d'affaires. On va transformer le modèle d'affaires. On ne va pas juste aménager à la périphérie ou faire de la philanthropie, même si on peut en faire évidemment. On va s'intéresser à comment je peux produire différemment, voir qu'est-ce que je peux produire de différent aussi. Alors là, on est vraiment dans l'innovation, c'est-à-dire comment je peux changer mes lignes de produits et services. Donc, tu vois, c'est un long processus, ça prend du temps, il faut être patient, et il faut se dire vraiment, en tout cas, si vous voulez y aller, c'est que c'est passionnant et vous en avez pour 25 ans. C'est ce que j'allais dire. Combien de temps dure un accompagnement chez OpenLang? C'est le Kickstarter, quoi. Tu lances et après, les entreprises volent de leurs propres ailes, ou est-ce que c'est un contrat longue durée avec toi? Bah, nous, on défend l'idée de l'autonomie. Donc, je reprends le point du poisson. Vous connaissez cette histoire. Tu peux offrir un poisson à quelqu'un qui a faim. Tu peux aussi lui filer une canne à pêche pour qu'il pêche. Et le mieux, c'est carrément de lui apprendre à pêcher. Et après, tu t'en vas. Et il fera sa vie tout seul. Donc, nous, notre vision de notre accompagnement, c'est ça. C'est que on passera peut-être par différentes étapes, mais l'idéal, c'est que chacun soit autonome à terme, parce que dans toutes les entreprises, les équipes, elles connaissent hyper bien leur métier en général. Et une fois qu'on reconfigure leur culture d'entreprise autour de l'impact, elles acquièrent les réflexes de l'impact assez naturellement. Donc, il y a une veille qui se met en place, il y a des réflexes qui se mettent en place, et c'est le collectif qui va faire le job et qui trouvera son propre chemin. Ok. Je ne sais pas si tu as suffisamment de recul encore aujourd'hui, mais sur l'activité d'Openland, mais est-ce que tu as constaté en tout cas des difficultés entre l'envie, cette phase de prise de conscience et la réalisation? Ou est-ce qu'encore aujourd'hui c'est trop tôt et quelque part les entreprises que tu accompagnes sont encore dans cette prise de conscience? Pour répondre à ta question, je vais prendre un sujet qui est le carbone, le CO2, donc le climat. On sait que pour relever le défi des dérèglements climatiques, il faut émettre beaucoup, beaucoup moins de gaz à effet de serre et notamment de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2, il vient de plein de choses, de plein d'activités, mais grosso modo de notre consommation des énergies fossiles. Donc il faut qu'on arrive, en tout cas c'est ce que disent les accords de Paris, à terme, hein, ça c'est en 2050, notre économie, elle doit tourner quasiment sans pétrole en 2050. C'est une gageure, hein. Donc aujourd'hui, du pétrole dans nos processus, il y en a partout. Dès qu'on a du transport, il y a beaucoup de pétrole. Même derrière le numérique, il y a du pétrole. Il faut du pétrole pour transformer la matière. Il faut du pétrole pour fabriquer les ordinateurs, les serveurs. Parfois même, des serveurs tournent avec des centrales électriques qui elles-mêmes nécessitent du pétrole ou du charbon. Ça dépend des pays. Le monde est Donc, pétrole. comment? Le monde est pétrole. Voilà, pétrole, charbon, gaz. En tout cas, fossile à 80%, ça c'est sûr. Et tout ça, ça doit disparaître d'ici à 2050. Donc, l'enjeu, c'est de dire, toi, entreprise ou entrepreneur, toi, Anaïs, t'en es où aujourd'hui sur ce point-là? Que dit le cadre? Les accords de Paris qui se traduisent par des lois ensuite, ou des décisions européennes ou des lois au niveau français, vont te dire que dans ton secteur d'activité, tu dois, en 2030, avoir réduit tes impacts CO2 de tant de pourcents. Donc, comment je dessine ce chemin stratégique? Et puis ensuite, à l'intérieur de ce chemin stratégique, quels sont les outils dont je dispose? Il y a des choses qui sont très faciles à faire. On peut se dire, ouh là là, je ne sais pas, réduire mon bilan carbone de 40% en 10 ans, ça me paraît démentiel. Ce qu'on ne voit pas toujours, c'est que ça, parfois, on peut le faire en 2 ans. Ok. Parce qu'on gaspille beaucoup, parce qu'on a des processus qui fonctionnent très mal. Alors, dans le numérique, c'est un petit peu différent parce que je pense que Thomas en parlera, mais je pense que notamment pour les fermes de serveurs, les choses sont de plus en plus optimisées. On peut améliorer les choses, mais donc, dans un premier temps, il y a souvent quand même beaucoup de marge de manœuvre, je dirais, dans beaucoup d'activités. Et ça, c'est enthousiasmant parce que ça fait des petites victoires ou des victoires visibles assez rapides. Ça, Ouais, c'est très bien. c'est bien parce que tu es sensibilisé, tu as des victoires et donc tu as envie de continuer. En tout cas, les entreprises ont envie de continuer. Exactement. Et par rapport à ta question du retour d'expérience ou dans le temps, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, et ma toute petite inquiétude, c'est que on va à un moment donné buter contre des limites physiques, contre des limites techniques
qui font que quand on aura enlevé tout le gaspillage, ce qui est déjà considérable, quand on aura optimisé, changé la manière de penser, peut-être changer nos produits ou nos services et les usages, OK, on peut réduire notre empreinte. Mais gare à l'effet rebond, c'est-à-dire puisque je réduis mon empreinte, et ben, limite, je vais en faire beaucoup plus et finalement, au final, en volume, je vais continuer à émettre plein de CO2, premier risque. Et deuxième risque, qui est plutôt la question que j'évoquais, une fois que j'aurai vraiment fait le plus facile, comment est-ce qu'on arrivera à faire le plus dur? Parce que, in fine, on doit arriver à la neutralité carbone de l'économie mondiale en 2050. Oui, Et là, je suis plus interrogatif, disons, et j'espère qu'on trouvera en chemin. Pour l'instant, on n'a pas toutes les solutions. Ouais, ta question, elle n'est pas tant les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, parce qu'ils rencontrent pas mal de petits succès au démarrage, mais c'est vraiment dans la durée et sur les défis de demain. Merci, Walter. Absolument. Thomas, du coup, au-delà de tes activités du Green IT, on a pas mal échangé ensemble lors de nos échanges de la semaine dernière. Tu fais aussi du lobbying pour restituer les problématiques numériques d'aujourd'hui. Tu accompagnes les grandes entreprises dans leur démarche d'éco-conception de solutions numériques. Alors, l'éco-conception, quand on parle dans nos métiers numériques, c'est soit du greenwashing, soit c'est pas clair, soit du coup, il y en a qui ont l'impression d'en faire. Est-ce que toi, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'éco-conception, comment ça marche, et voilà, et comment tu accompagnes tes clients aujourd'hui sur ces démarches d'éco-conception? Alors, l'éco-conception, si on prend une définition un peu académique, c'est une démarche d'amélioration continue qui permet de réduire les impacts négatifs du service. Là, on va parler du service numérique. Donc, les impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi sur l'ensemble de son cycle de vie. On va partir de la fabrication jusqu'à la fin de vie. On va prendre vraiment tout en compte au niveau du cycle de vie du service. Et on va aussi, par contre, conserver ses qualités d'usage. Il ne faut pas non plus détériorer le service en soi. Donc, il y a un point important aussi, c'est qu'on va être multicritère. Walter en parlait bien, il y a les gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la biodiversité, il y a aussi la consommation d'eau. Dans les impacts négatifs aujourd'hui, les impacts environnementaux négatifs du numérique, on va parler aussi d'acidification des sols, d'eutrophisation, d'écotoxicité, voire de toxicité humaine aussi. Et dans le numérique, on a des métaux lourds, on a du mercure, enfin, on a tout ça qui existe. Et si on se focalise uniquement sur les gaz à effet de serre, on ne va pas résoudre le problème. Donc, quand on éco-conçoit, il faut vraiment prendre en compte à la fois tous les critères environnementaux, mais aussi l'ensemble du cycle de vie, ne pas se focaliser sur l'usage et la consommation notamment d'électricité. L'électricité qui n'est pas d'ailleurs un indicateur environnemental, puisque derrière, c'est une énergie finale et c'est sa production qui va générer différents impacts suivant les régions. Walter parlait qu'on pouvait prendre l'électricité à partir de pétrole, de charbon, notamment. Donc, tu veux dire que quelque part, même quand tu vas analyser le service numérique en tant que tel, tu vas avoir cette même vision que Walter, qui est on va considérer les choses dans son ensemble. Voilà, il faut vraiment une vision systémique. Alors, tu parlais quand on préparait on a employé des mots barbares un peu, enfin, en tout cas qui peuvent paraître un petit peu déroutants. Éco-conception de facteur 1, éco-conception de facteur 4. Ça veut dire que du coup, tu peux avoir plusieurs niveaux d'éco-conception. Et tu prenais l'exemple de dire tu vas prendre un service, un petit service, et tu vas du coup travailler dessus pour réduire les impacts environnementaux. Ouais, alors, le but, voilà, c'est vraiment de rendre sobre, léger, pour continuer à utiliser ce service le plus longtemps, enfin, l'utiliser le plus longtemps possible, c'est-à-dire le plus longtemps sur des équipements, on va dire, anciens, de faire tourner. Donc, le facteur 1, c'est vraiment optimiser, réduire les impacts. Donc, on va prendre, par exemple, un service en ligne. On va réduire les ressources informatiques nécessaires pour utiliser ce service-là. Donc, on va l'optimiser, conserver ses qualités d'usage, l'améliorer, et on va rester sur le service finalement initial qui est un site web ou une application mobile, qui est constituée de plusieurs sites ou plusieurs applications mobiles.
Un facteur 4, on va être beaucoup plus disruptif. On va allier à la high-tech, un peu de low-tech, ce qu'on appelle la low-tech numérique, mais aussi de la low-tech carrément. Pourquoi on a cette vision-là? C'est parce qu'on part du constat qu'aujourd'hui, le numérique, c'est une ressource critique. Elle se base sur des ressources non renouvelables, notamment les métaux. Ça s'épuise inéluctablement, il y a les métaux, mais il y a aussi le pétrole. Donc, il faut du pétrole pour alimenter les excavateurs qui vont détruire un peu la roche, tailler la roche pour qu'on puisse derrière récupérer les métaux dans cette roche-là. Et ça marche vraiment au pétrole, on n'a pas le choix. Et donc, il nous faut prendre conscience que c'est une ressource non renouvelable et qu'il faut donc la préserver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va être disruptif en regardant ce qu'on a autour de nous, déjà au niveau du numérique, des ordinateurs qui existent déjà, même des anciens, des vieux réseaux, et on va essayer de faire, et de la low-tech, un tableau noir par exemple. On a des exemples où un service numérique, l'interface finalement entre l'homme et la donnée, c'est un tableau noir. J'y reviendrai après. Mais voilà, le but, c'est d'être vraiment disruptif. Et pourquoi on parle de facteur 4? Tout simplement parce que par rapport aux ambitions de diviser par 4 nos impacts environnementaux d'ici 2050. Et là, du coup, on est vraiment sur de la création de nouveaux services finalement. Parce que ça veut dire que c'est intégré directement dès la conception. Voilà. Ça, en tant que tel, ça arrive rarement que tu analyses un service déjà existant et que l'entreprise dise on met tout à la poubelle et maintenant on reconçoit en facteur 4. Alors, on peut quand même réduire fortement parce que là, les impacts, 80% des impacts environnementaux sont côté terminal. Donc, si on prend l'exemple de Weatherforce, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont remplacé l'application mobile par un tableau noir. Ce qui se passe, c'est que pour attaquer notamment attaquer, ça peut paraître péjoratif, mais c'est ça, c'est attaquer le marché africain. Ils se sont rendus compte qu'Internet, voilà, n'est pas répandu partout. C'est des vieux réseaux, c'est d'anciens réseaux mobiles, anciens réseaux Internet. Mais ils se sont rendus compte que dans chaque village, il y avait une école, il y avait un ordinateur qui avait accès à Internet. Donc, et dans chaque village, il y avait un tableau noir où les agriculteurs passaient tous les jours. Weatherforce, son but, c'est de donner les prévisions météorologiques aux agriculteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont envisagé? Il y a une personne qui récupère un endroit, donc au niveau de l'école, les prévisions météorologiques, et derrière, on vient inscrire les prévisions météorologiques sur le tableau noir. Donc, il n'y a pas besoin que chaque agriculteur ait son smartphone, mais voilà, il suffit qu'il passe devant le tableau noir. Donc, on a réduit considérablement l'impact environnemental puisqu'on n'a plus qu'un seul terminal et non pas un terminal par chaque utilisateur. C'est éco-conçu et c'est low-tech. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un challenge super intéressant parce que ça nous pousse dans les limites en termes d'ingéniosité, de réflexion, et ça donne beaucoup de sens finalement à ce que nous concevons. Ouais. Du coup, c'est hyper intéressant, mais quelque part, on est aussi dans des endroits où on vient s'adapter, j'imagine, à l'adversité du lieu, puisque du coup, en Afrique, forcément, les performances Internet sont un peu moins importantes. Donc, quelque part, on est créatif pour y arriver, alors que nous, on a tellement de possibilités ici qui font qu'on est peut-être un peu moins créatif parfois. Comment ça se passe concrètement quand tu accompagnes des entreprises en France? Tu fais un audit de l'existant. Comment tu leur conseilles, soit d'améliorer ce qu'elles ont fait, ou soit comment tu les conseilles quand tu pars d'une feuille blanche? Alors, quand il y a un existant, il y a forcément un audit, c'est de savoir déjà situer d'où on part. On a plusieurs outils pour ça. On a notamment EcoIndex pour les sites web. On a des guides de bonnes pratiques pour le web. Ça existe depuis 10 ans. Et ça évolue avec le temps, avec les innovations, puisque la 4e version est prévue cette année. Et on va analyser, on va auditer
un site web ou une application mobile, et regarder quels sont les échanges. Déjà, quel est le parc, quels sont les équipements dont on a besoin, sur quels terminaux est utilisé le service, de quel serveur dont on a besoin. Et on va essayer de soulever quelques leviers. Donc, on va plutôt là être sur l'optimisation, quelques leviers pour réduire cette infrastructure, la puissance nécessaire pour notre service, pour faire en sorte qu'il puisse marcher finalement sur même des vieux terminaux et qu'on puisse réduire côté data center le nombre de serveurs et côté réseau, qu'on puisse faire marcher par exemple sur un réseau 3G si on parle d'un site web. Donc il y a cette part d'audit, de mesure. On va mesurer à un instant T qu'est-ce qu'on a. Alors l'idéal, c'est qu'on fasse une analyse de cycle de vie. Comme ça permet vraiment de détecter plus précisément d'où l'on part. Et après, on va faire changer quelques données primaires en entrée au moment de l'analyse du service. Et ça va nous donner des gains théoriques. Et après, avec la mise en pratique, on pourra confirmer ces gains théoriques en réanalysant de manière concrète. Et si on part de zéro, là, on va vraiment faire appel à l'ingéniosité en ayant toujours dans cet état d'esprit qu'il faut que le service il se repose sur 3 piliers fondamentaux de l'éco-conception, qui sont la simplicité. Il faut que le service soit simple à utiliser, qu'on ne mette pas en place des usines à gaz d'un point de vue architecture, notamment, qui soit frugal, c'est-à-dire supprimer vraiment toutes les fonctionnalités dont on n'a pas besoin. Donc, ça demande un travail sur une synergie entre tous les différents corps de métier du projet. Donc, ça part du métier en passant par le product owner, les développeurs, des personnes qui ont plus des compétences côté infrastructure, donc plutôt côté DevOps ou Ops. Et après, il faut que ce service soit pertinent. On va aller jouer sur la pertinence. Il faut qu'il soit accessible. Quand on parle de site web, on pense à l'accessibilité web, mais pas que accessible sur n'importe quel, le plus possible, on va dire, de réseau des terminaux, qui soit performant, parce qu'un service qui n'est pas performant, qu'est-ce qui va se passer? Quand je t'entends parler, je me dis que finalement, la définition de l'éco-conception, ce serait presque la définition d'un MVP. Donc, minimum vital product, comme on dit dans les startups. Parce que tout ce que tu cites, c'est finalement ce qu'on fait quand on accompagne une startup à créer un service numérique. Mais elle va le faire pour tester son marché. Et donc, je pense que c'est quelque part rigolo de se dire qu'aujourd'hui, les démarches qu'on utiliserait sur une startup, on n'est pas très loin à la création de pouvoir intégrer cette partie éco-conception. Et du coup, pour réouvrir aussi le débat sur ce que tu disais, Thomas et Walter, moi, j'avais bien compris que du coup, sur l'éco-conception, on peut jouer sur 3 leviers. Donc, la partie terminaux, qui pèse une grosse partie, la partie réseau et la partie data center. Donc là, on rentre plus dans le numérique, en tout cas, sur vraiment quand on conçoit un service numérique. Il y a pas mal pour en avoir parlé avec pas mal de développeurs, et on en a parlé aussi, Thomas, il y en a pas mal qui disent que quelque part, l'impact sur les réseaux, les data centers, c'est quasiment nul parce que finalement, c'est déjà optimisé. Donc, du coup, on se dit, dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'éco-concevoir. C'est quoi votre vision des choses là-dessus? J'y vais. Ouais, vas-y, Thomas. Vas-y, Thomas. Alors, côté data center, alors effectivement, côté data center réseau, si on regarde un peu les impacts, comme j'ai dit tout à l'heure, 80% des impacts, c'est côté terminaux. Par contre, on peut quand même agir côté réseau data center, notamment en limitant on va dire, le flux de données au niveau réseau, éviter de saturer les réseaux. L'éco-conception, c'est important. Il y a ce terme de saturation est important dans l'éco-conception. Ce qu'on veut, c'est éviter ça, c'est éviter de saturer les terminaux, les faire ramer, éviter de saturer les réseaux, éviter de saturer les serveurs. Parce que qu'est-ce que ça implique derrière? Ça veut dire que
Si on sature les réseaux, on va devoir rajouter des infrastructures réseau supplémentaires. Et en général, on ne remplace pas, surtout en France, on ne remplace pas les réseaux. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on en rajoute. On a la 2G, la 3G, la 4G. Et pour pallier à la future saturation de la 4G, on rajoute de la 5G. Et encore, on a d'autres réseaux à côté. On a Sigfox, LoRa, on a la fibre, enfin, on a la DSL. Voilà, on rajoute de plus en plus de réseaux. Et donc, tous ces équipements-là, ben, ils ne remplacent pas, ils s'ajoutent. Et côté serveur, c'est pareil. On a gagné en efficacité énergétique. Et là, je vais revenir sur l'aspect multicritère. On a gagné en efficacité énergétique, on a gagné en termes de gaz à effet de serre. Bon, on a une augmentation, mais qui est très légère, de 6% ces 10 dernières années, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça reste faible en termes d'augmentation par rapport au volume de traitement qui ont, eux, explosé. Par contre, là, on a perdu, c'est en consommation d'eau, parce qu'il faut refroidir ces serveurs. On va prendre juste l'exemple aujourd'hui de Google au Texas, dans le comté d'Ellis. Ils veulent installer un data center qui risquerait de consommer 10% de l'eau potable disponible dans cette région-là. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le débat en tant que tel, si je comprends bien, c'est que oui, il y a la place aujourd'hui, donc optimiser, va pas changer les choses sur la place que proposent les réseaux et le data center, mais essayons de prendre soin pour ne pas en avoir davantage. Et il y a cette question de l'eau qui est aussi une ressource qu'on a envie de préserver, quoi. Tout à fait. Walter, de ton côté? Oui, et la question de toutes les ressources en général, parce que dès qu'il y a un enjeu matériel, il y a une question de durabilité, c'est-à-dire, et là, ça ne peut être qu'un effort collectif de la profession et des filières. Rien n'est pire que de remplacer un matériel ou de surajouter un matériel. La vraie, le travail de rupture sur le plan matériel, c'est ce qu'on peut voir dans certains produits électroniques, ou les travaux, même s'ils sont encore très imparfaits, que fait Fairphone, par exemple, dans la téléphonie, où on pense le terminal, en l'occurrence, comme étant un terminal qui va durer le plus longtemps possible. En fait, c'est ça l'enjeu. Donc, qu'il soit réparable, qu'il soit robuste, même si eux se heurtent au fait que, immanquablement, ils vont avoir des nouvelles versions qui vont chasser un peu les anciennes. Et c'est ce que tu dis, Thomas, c'est qu'on a un problème qui paraît complexe, c'est qu'on surajoute, quoi. On empile de la complexité, on surajoute des réseaux, on surajoute des terminaux. Si on regarde dans notre maison, le nombre de terminaux qu'on a aujourd'hui et le nombre de terminaux qu'on avait il y a quelques années, c'est absolument dingue. Et on a l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Donc, c'est ça qui est compliqué dans les défis qui sont lancés. Et puis, il y a une question qui est encore plus dure, et je la pose, mais presque philosophique, parce qu'on peut optimiser toute la chaîne. Ça, c'est possible. On peut faire du mieux qu'on peut et avoir... mais in fine, si c'est pour proposer aux consommateurs une application, par exemple, ou un service numérique, qui va les inciter, je raconte n'importe quoi, à consommer des produits faits à l'autre bout de la planète, ou à générer de grands déplacements en voiture, ou à recourir massivement aux énergies fossiles parce que, je ne sais pas quoi, imaginons, je prends l'image extrême, tu vends des bidons d'essence pleins, voilà, tu disruptes la station-service, quoi. Tu vas vendre tes bidons d'essence par correspondance. Tu dis, c'est génial, et en plus, j'ai optimisé toute la ligne, et donc mes serveurs sont hyper bien optimisés, donc je fais du numérique responsable. Oui, sauf quel est le projet pour lequel tu travailles in fine? À quoi tu sers? À promouvoir les énergies fossiles. Je prends volontairement un cas complètement ahurissant, hein, c'est pour faire de la pédagogie. Donc la question du sens de ce que nous faisons, quand nous entreprenons, quand nous créons, que ce soit en numérique, en physique ou les deux, parce que bien souvent maintenant c'est les deux,
on fait tous du numérique et on fait souvent du physique aussi, c'est est-ce que mon projet s'inscrit bien dans une logique d'impact social et environnemental, disons raisonnable, voire positif. Et ça, c'est une question qui est très dure parce que, immanquablement, elle va possiblement remettre en cause certains pans de l'économie. Et c'est dur de s'entendre dire, quand on entreprend avec cœur, quand on travaille avec cœur, qu'on appartient à un monde qui est un monde plus problématique aujourd'hui. C'est comme quand on dit à un agriculteur, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire, parce que je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Tu as 60 ans, tu arrives à la retraite, tu as utilisé des pesticides, en fait, tu as juste niqué la planète. Bah, tu t'imagines la violence quand tu es de l'autre côté, quand tu reçois ça, alors que tu t'es levé à 6 heures du matin, tu n'as pas pris de week-end, quasiment pas de congé, tu as bossé comme un damné pour nourrir la France parce qu'on te l'a demandé, et là on t'envoie dans la figure que tu as fait les choses n'importe comment. Donc il y a quelque chose qui renvoie profondément à ce pourquoi on entreprend, ce pourquoi on crée, et les peurs de changer. Je m'excuse, hein, je fais une toute petite digression, mais parce que ça va ramener à la raison d'être de l'entreprise. C'est à quel moment est-ce qu'on interroge la raison d'être profonde de l'entreprise, et si on le souhaite en tout cas, parce qu'on peut ne pas le souhaiter, et moi ça ne me pose pas de problème, mais si je veux m'inscrire dans une économie positive, alors comment je vais aller vraiment chercher profondément, les yeux dans les yeux, mes impacts, mais mes impacts réels, et regarder aussi si au fil du temps, mes impacts réels, et notamment mes impacts matériels, CO2, biodiversité, et notamment les impacts négatifs, s'ils grandissent ou s'ils diminuent. Et c'est là qu'il y a une radicalité qui nous est posée à nous, les entrepreneurs. C'est comment si j'émets 10 tonnes de CO2 aujourd'hui, tout en tenant ma boîte, tout en tenant mes emplois, comment je fais pour que demain, quand on mesure, je ne trouve pas 12 mais 5. Et le braquet est peut-être plus facile parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la tech des startups qui démarrent sur ce qu'on appelle la partie tech for good, donc c'est-à-dire vraiment imaginer des produits et des services qui utilisent la technologie, mais en effet pour une cause qui est bonne pour la planète. Mais quand tu es une entreprise, PME, ETI ou grande entreprise, où tout ton modèle de revenus est principalement sur soit des énergies fossiles, soit des fonctionnements d'avant par rapport à ce qu'on se dit, là, j'imagine que la marge de travail est peut-être plus importante. Donc c'est là où c'est peut-être moins évident de faire ce changement, même si en effet au moins le Covid a eu le mérite d'accélérer la prise de conscience et du coup tous les secteurs se sentent peut-être plus concernés. Donc finalement, je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que vous menez un combat dans vos activités, parce que c'est vrai que cette année, il y a quand même une vraie prise de conscience, mais en tout cas, dans votre quotidien, vous sensibilisez tous les deux les entreprises à travailler de manière plus responsable. On en a un peu parlé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire quelque part que c'est deux vitesses, parce que il y a l'accélération des outils digitaux dans notre société, le fait d'aller plus vite, de faire en sorte de consommer plus de numérique, qui a énormément aussi accéléré pendant la crise. Enfin, en tout cas, par exemple, nous, sur nos activités mobiles, les consommations ont fortement évolué. Et d'un autre côté, une prise de conscience un peu plus collective sur il faut qu'on fasse aussi attention à notre planète, il faut qu'on fasse attention dans nos activités à être plus responsable et raisonné dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Est-ce que vous êtes, forcément, j'imagine que vous êtes hyper positif, mais c'est quoi les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui? Et est-ce que du coup la sensibilité des décideurs, elle a évolué les derniers mois, ou est-ce que du coup on est vraiment dans ce clivage en fait où c'est encore pas simple de choisir entre économie et écologie? Moi, je vais répondre après avoir prêché dans le désert jusqu'en 2018, à peu près. Et encore, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien fait dans tout ce temps. Mais il y a quelque chose qui a vraiment changé au tournant de l'été 2018, parce que c'est un été qui nous a confrontés à plein de feux de forêt dans le monde entier, des dérèglements climatiques plus tangibles, même physiquement, pour les uns et les autres. En France, il y a eu la démission de Nicolas Hulot aussi, qui a été un électrochoc. Et puis c'est allé croissant, et la crise du Covid et ses confinements ont provoqué un nouvel électrochoc.
Et surtout, nous ont rappelé que là, on parle d'un tout petit virus qui est en train de foutre en l'air l'économie mondiale. Et ce tout petit virus, c'est du vivant. C'est-à-dire que le vivant, on ne le maîtrise pas, on ne le domine pas. Le vivant, on va être obligé d'être en toute humilité, de se remettre à son niveau, parce qu'on est vivant et que nos écosystèmes dépendent du vivant. Et donc, ça vaut aussi pour la tech. Et je pense qu'il y a plein de monde qui maintenant le comprend intuitivement. Moi, il y a rarement des discussions, mais peut-être que c'est une question de bulle désormais, après avoir prêché dans le désert, où des dirigeants ou des entrepreneurs disent ça m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt, ou il y a, disons, beaucoup de situations dans lesquelles on nous dit, mais ça se traite, donc c'est pas un problème, je vois pas par quoi commencer, je sais pas comment faire. Et après, la deuxième question qui peut venir plus tard, c'est mais est-ce que vraiment ça va être à la hauteur des enjeux? Ça, c'est souvent une fois qu'on a fait du chemin. Là, on a des gens qui nous disent mais en fait, waouh, la marche, elle est haute. Mais ça, il ne faut pas trop la regarder, je dirais, pour démarrer. Il faut y aller avec enthousiasme. La question, c'est vraiment celle du comment je démarre, comment je donne envie d'y aller, comment je donne envie de faire partie de ça. Parce qu'il y a une chose dont je suis convaincu euh, pour ma part sur ces sujets, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu es entrepreneur aujourd'hui, si tu veux que ta boîte soit debout dans 5 ans ou dans 10 ans, et je ne sais pas te dire comment, parce que je ne m'appelle pas Madame Irma, mais je peux te dire ça avec autant de conviction que les promoteurs du web dans les années 90 nous ont dit, vous allez voir, ça va tout changer. On ne sait pas comment, mais croyez-moi, ça va tout changer. Et ils avaient raison. Eh bien, moi, peux te dire que si dans 10 ans, enfin plutôt si tu n'as pas pris ça en compte profondément dans ton modèle, dans 10 ans, tu n'es plus là. Donc c'est quand même fort. Et Donc, autant Thomas, le prendre positivement, pour le coup. oui, c'est ça, autant le prendre comme un défi. Et, Absolument. et, et donc, Thomas, toi qui tu traites peut-être moins avec les dirigeants, quoi qu'on en avait discuté, tu m'as dit des fois que c'était une équipe qui était motivée ou la direction qui était motivée, que parfois c'était pas évident parce que du coup, il y avait c'était pas évident d'accorder les violons de tout le monde dans l'entreprise, même si que ça parte du haut ou que ça parte du bas, c'est jamais évident. Est-ce que tu peux nous partager un peu les difficultés que tu rencontres là-dessus? Ouais, il y a plusieurs difficultés, effectivement. Ça dépend des entreprises. Parfois, c'est l'entreprise qui va plutôt être consciente qu'il faut faire quelque chose, notamment sur le numérique, réduire leur empreinte du numérique, donc faire durer leur matériel, mais regarder un petit peu comment leurs clients utilisent leurs services. Euh, et ils vont, le problème, c'est qu'ils vont souvent s'arrêter aussi au profit. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils regardent beaucoup le profit. Ils ne regardent pas forcément les aspects sociaux, environnementaux euh, euh, qu'il y a derrière. Euh, et ils vont, de ce fait-là, euh, juste regarder l'aspect, est-ce que je peux réduire mon nombre de serveurs? Finalement, est-ce que je peux attaquer plus de personnes? Alors, ça peut parfois, pour démarrer, ça peut être une porte d'entrée pour qu'ils prennent conscience, enfin, qu'ils aillent dans la bonne direction en regardant la partie argent. Mais après, il faut essayer de les accompagner pour qu'ils regardent de manière beaucoup plus large et qu'ils voient aussi qu'il y a ces aspects sociaux, parce que si on revient sur l'éco-conception, le fait de réduire le nombre de ressources nécessaires, ben, ça limite la fracture numérique, ça favorise l'inclusion numérique. Donc, il y a cet aspect social à garder aussi. Et quand il y a des directions qui ont vraiment fait ce pas-là, et il y en a, en regardant aussi tous ces aspects sociaux, environnementaux, en plus de la partie profit, par contre, ils vont se heurter à des équipes, à des personnes qui ne veulent pas sortir dans leur zone de confort. Voilà. Et ça, par contre, là, souvent, ben, il y a des frictions parce qu'il peut y avoir un décalage entre la direction et, on va dire, des équipes un peu plus opérationnelles et techniques. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est ce que tu disais, c'est que c'est dans l'autre sens aussi parfois. C'est dans l'autre sens. Après, quand c'est des équipes qui veulent mettre en place, qui sont motivées, là aussi, c'est compliqué parce que ils vont pas forcément avoir l'appui de leur direction. Et donc là, ils vont être heurtés à
un manque de moyens, tout simplement, un manque de moyens que va leur donner la direction. Donc, on peut avoir vraiment ce chemin-là aussi, enfin, ce cas-là qui arrive. Et justement, est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises, peut-être du côté de Walter, ou de solutions numériques de ton côté, Thomas, qui performent, qui rapportent aux entreprises, donc des entreprises qui sont en tout cas performantes d'un point de vue économique, tout en étant éco-conçues ou responsables? Absolument, c'est le cas dans plein de secteurs d'activité. Il y a un secteur qui évolue beaucoup, qui peut être lié au numérique, notamment par son process de distribution de commerce, c'est la mode, où je pense que la compréhension du fait que la fast fashion, comme on l'appelle, est quelque chose de vraiment très puissant et malheureusement très dommageable sur le plan écologique. On voit émerger depuis, je dirais, 2 à 3 ans, dans le sillage de Veja, dans le sillage de 1083, qui sont des marques françaises qui ont commencé, voilà, à imprimer la possibilité d'une mode qui soit enthousiasmante. Voilà, la mode, c'est pas, ça fait partie de la culture. Dans un monde où on cherche le sens, on n'est pas obligé de jeter la mode à la poubelle. En revanche, pardon, on peut questionner la manière de faire de la mode et là, on voit des choses très intéressantes. Euh, on- je les cite eux, mais je pourrais en citer d'autres. Alors, il y a une marque qui s'appelle Loom qui essaie de faire de la mode ultra durable, vraiment en réfléchissant choix de matière, aux façons de concevoir. 1083 aussi réfléchit à la coupe de ses vêtements pour consommer moins de matière, pour être plus durable. Veja travaille à intégrer ce qu'on appelle du biosourcing, donc des matières vivantes, des matières végétales et renouvelables surtout, pour créer des matériaux pour ces chaussures. Travaille aussi à boucler la boucle et donc de penser, et Thomas parlait tout à l'heure d'éco-conception, de designer d'emblée des chaussures qui soient réparables, c'est-à-dire elles sont des sneakers qui sont pensés d'emblée pour le fait qu'elles vont arriver en fin de vie un jour et que ce jour-là, il faudra qu'elles puissent être récupérées par un professionnel de manière facile pour être soit déconstruite et que la matière reparte dans le cycle et qu'elle soit vraiment valorisable, ou bien que la chaussure soit réparable. Donc ça, on le voit, Veja n'est pas une... Bon, c'est une boîte qui probablement souffre de la situation comme beaucoup aujourd'hui, mais elle s'est aussi très fortement développée parce qu'elle est en train d'envoyer ce message à ses aficionados et à ses consommateurs, c'est qu'on peut faire différemment. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où des boîtes réussissent à démontrer, et Veja est une boîte extrêmement rentable, hein, ça marche très très bien. Donc, à partir du moment où une boîte dit on n'est pas parfait, mais on est sur un chemin où on cherche, on innove, créer une chaussure qui va à terme se passer totalement du pétrole, c'est innovant. Créer des sneakers qui se réparent par rapport à ce qu'est le marché aujourd'hui, c'est innovant. Donc, on y arrive, on est rentable, on va dans le sens d'une prise en compte des enjeux écologiques et sociaux. Cette entreprise, elle a beaucoup pour elle, et surtout, elle envoie, c'est pas son propos, mais elle envoie un signal qui est un signal faible dans un premier temps, mais qui va devenir un signal fort. C'est que si je peux faire comme ça, expliquez-moi pourquoi il y en a encore qui font autrement. Oui, c'est toute cette question-là, surtout quand du coup on vient sur la question de la rentabilité. Et Voilà, c'est si je peux faire comme ça, en fait, ceux qui font autrement, ils vont juste être regardisés. Donc le problème de la rentabilité ne se situera pas du côté de ceux qui osent, mais du côté de ceux qui ont peur, et je peux comprendre qu'on ait peur, je ne critique pas. C'est compliqué de faire bouger un gros paquebot ou une marque quand elle est là depuis longtemps, quand il y a des process, quand il y a... Voilà, c'est certainement pas facile, et je ne veux pas faire du yaka faucon. Mais il faut quand même prendre en compte le fait que souvent les pionniers défrichent, et un jour leurs innovations deviennent la norme. Et la norme, quand elle est nouvelle, elle ringardise l'ancienne norme. Et du coup, de ton côté, Thomas? Alors moi, je vais être un peu plus terre à terre, enfin, dans le sens classique au niveau des... C'est des exemples un peu moins forts, on va dire.
On a l'exemple de Google. Google qui, face à Yahoo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste mis une barre de recherche. Et voilà, ils ont pas mis de fioriture autour. Voilà. Donc, si on parle de réussite, le moteur de recherche Google est complètement conçu. C'est juste une barre de recherche. Il n'y a pas plus simple. Et derrière, ils ont gagné la bataille sans problème face à Yahoo. C'est un bel exemple économique, en tout cas. Voilà. Après, on a une entreprise qui faisait de la comparaison de prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éco-conçu, ils ont complètement revu leur infrastructure, ils ont revu leur parcours client, ils ont donc ils ont pu diminuer leurs coûts de ce fait-là d'infrastructure et ils ont réduit leur prix de cette solution et ils ont multiplié par 3 le nombre de clients. Donc forcément, ils ont gagné en part de marché. C'est un peu une niche, hein, les comparateurs de prix, mais voilà, ils ont fait cet effort-là de vraiment être un peu plus disruptifs dans le parcours client. Et ils ont réussi de ce fait-là à gagner ces parts de marché. Et après, c'est un exemple auquel j'ai participé qui est beaucoup plus mineur d'un point de vue économique. C'est une poissonnerie qui, suite à la crise sanitaire, a besoin de mettre en place un drive. Eh ben, on a réfléchi, on a mis en place un drive qui est basé sur du SMS, en fait. Et pourquoi ça marche bien? Parce que la plupart de sa clientèle n'avait pas forcément un bon accès réseau ou ne savait pas utiliser Internet. Il y a encore des gens qui ne savent pas utiliser Internet en France. Il ne faut pas l'oublier, ces gens-là. Et pourtant, ben, ils vont acheter du poisson. Ils ont commandé, donc résultat, ben, elle a acquis des clients supplémentaires. Et alors qu'il y avait un énorme acteur qui fournissait en poisson, c'était dans la région parisienne, hein, cette poissonnerie, enfin, c'est toujours d'ailleurs. Et ben, il y a un gros acteur en Normandie qui livrait donc sur la région parisienne. Ben, eux, ben, ils n'arrivent pas à récupérer ces clients-là, puisque ces clients-là disent ben non, moi j'ai le service. Et il me rend très bien. C'est tout simple, j'ai juste envoyé un SMS pour avoir ma commande. En tout cas, à entendre ces exemples, il suffit d'être innovant, de se creuser la tête. Et souvent, visiblement, ça peut même coûter moins cher. Donc, on est presque dans l'innovation de Jugad, si vous connaissez, ça ressemble. Il y a quand même des concepts qui sont proches. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil ou des ressources à conseiller aux entreprises qui vont nous écouter si elles souhaitent se lancer sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous leur conseillerez pour démarrer? Thomas? Au niveau de l'éco-conception, enfin, au niveau de la démarche numérique responsable, en termes de ressources, ben, il y a quand même le collectif Conception numérique responsable qui existe depuis plus de 10 ans. Il y a pas mal de ressources voilà, sur le site. Il y a une communauté euh, très, très vivante hein, qui partage beaucoup d'informations tout autour du numérique pour mieux concevoir les services. Ça va tourner beaucoup autour du web, mais le web, c'est ce qui rassemble plus de 90% des services numériques aujourd'hui. Donc, ça semble assez normal qu'il y ait une focalisation dessus. Donc, on a on a les 115 bonnes pratiques d'éco-conception web qui ont été publiées par Techbordage, mais derrière, c'est vraiment le travail de toute une communauté. Il y a plus d'une trentaine de contributeurs hein, qui ont participé à ça. Il y a la nouvelle version qui va sortir cette année en plus. Et ce que je conseillerais aussi, c'est voilà, de se former dans la démarche. Il y a des formations qui existent aujourd'hui. C'est comprendre au niveau ce qu'on entend par sobriété numérique, par numérique responsable, pourquoi on fait ça. Et derrière, c'est donner du sens ça permet de donner du sens aussi aux équipes, c'est donner du sens aux différentes équipes d'une entreprise, c'est faire dialoguer tous les intervenants du projet ensemble. Tout ça, ça va permettre
de créer une émulation, une intelligence collective. Ça va permettre aussi d'attirer les jeunes talents. Personnellement, je suis en contact avec énormément d'étudiants. Aujourd'hui, la jeunesse est très sensible à ces enjeux environnementaux. Et si une entreprise ne prend pas cette direction-là, de prendre en compte les impacts environnementaux, même dans le numérique, ces jeunes talents, ils vont aller ailleurs, hein, clairement. Donc, moi, je crois beaucoup en cette jeunesse qui va faire bouger les choses, qui déjà fait bouger les choses d'ailleurs. Voilà. Donc, En tout cas, Thomas, on te demandera tous les liens pour les mettre associés au contenu audio très bien. pour ceux du numérique qui souhaitent aller un peu plus loin. Et Walter, de ton côté? Je rebondis sur ce que vient de dire Thomas, et je pense que ça peut être aussi une effectivement très grande motivation, ce qu'on appelle la marque employeur, dans un secteur qui peine souvent à recruter, à trouver des talents. La question du sens est en train de devenir fondamentale. Donc ça, en soi, c'est déjà une motivation pour changer, évidemment. Outre les aspects techniques et de conception, pour lesquels je pense que franchement la communauté Green IT amène énormément de choses. Et Thomas, je parle sous ton contrôle, je recommande le recours à la fresque du numérique, qui est un outil de sensibilisation très ludique et pédagogique. On peut dire ça aussi de la fresque du climat, de la fresque océane et de la fresque de la biodiversité, voilà, pour ne citer que quelques-unes. Si ça vous branche, nous aussi, on a un outil qui s'appelle la Catalyse et sur lequel on peut poser quelques enjeux et vous aider à vous sensibiliser. On vous passera un lien si vous voulez. Mais au-delà de ça, la question par laquelle on essaie aussi d'emmener les gens, c'est la question du sens et d'une raison d'être, pas la raison d'être bullshit là, dont tout le monde parle et qui consiste à repeindre ce qu'on fait déjà en utilisant une langue un peu verbeuse, mais de la raison d'être profonde, de pourquoi on est là dans cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, à quoi elle aimerait contribuer, même si c'est un peu. Personne ne dit qu'il faut tout faire sur les questions d'impact, mais comment on contribue un peu, comment on se met dans ce mouvement-là. Et je pense qu'il y a une question qui touche notamment les dirigeants de ces entreprises, qui est de réinventer le leadership. Je crois que ça, c'est fondamental, de dire, OK, face à ce qui vient, être aujourd'hui en posture de leadership, ça ne peut pas se faire si on n'a pas la facette écologique. Cette facette écologique, il faut l'intégrer dans son leadership. On peut avoir des grandes capacités à emmener les gens, des capacités de gestion, de vision économique, business, tout ça, c'est super. C'est très bien, on a besoin de tous ces talents. Mais dans ce cas, que ces talents intègrent aussi le leadership écologique pour qu'on puisse justement mettre la tech au service des grands enjeux et des grands défis qu'on a à relever. Et là, bon, voilà, c'est des décisions personnelles, individuelles, c'est des changements dans une vie, des gens qui ont un sursaut, un déclic. Et moi, je vous encourage, si c'est votre cas, vraiment, je vous envoie toute mon énergie. Ça rend tellement heureux, ça rend tellement triste de prendre conscience de tout ça, parce que c'est flippant. Mais ensuite, une fois qu'on décide de se mettre en action et de faire partie du problème, pardon, de ne plus faire partie des problèmes, mais de faire partie des solutions, parce qu'il y a plusieurs solutions, c'est tellement excitant au quotidien. On se lève, on sait pourquoi les équipes, on sait pourquoi elles sont là. Franchement, voilà, c'est un chemin escarpé, mais il est enthousiasmant. Eh ben, c'est une belle note en tout cas pour terminer. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis on mettra tous les liens du coup dans la petite description en tout cas du contenu audio. Et puis si vous voulez si les personnes ont envie de vous contacter, c'est quoi le meilleur endroit? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est mail? LinkedIn. LinkedIn, pareil. D'accord, on mettra aussi vos liens LinkedIn. En tout cas, un grand merci et à très bientôt. Merci à toi, Anaïs. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte LinkedIn ou sur notre site internet. Si vous souhaitez échanger avec nos invités, vous trouverez les liens de leur réseau directement en description. Enfin, si vous cherchez une super agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, n'hésitez pas à contacter les équipes de BIAP qui se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt!